La vaccination, un don pour la vie, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la semaine africaine de la vaccination du 24 au 30 avril dernier au Niger. C'est seulement aujourd'hui que les activités entrant dans le cadre de cette semaine ont été lancées. Des précisions dans cette édition. Et puis dans ce journal, nous allons revenir sur la création hier du Front patriotique et républicain, une coalition de formation politique et d'organisation de la société civile. Nous en parlerons à travers le résumé de la déclaration constitutive, mais également les réactions qu'elle a suscitées au sein de la majorité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Les pays africains ont donc célébré du 24 au 30 avril dernier la 5e édition de la Semaine africaine de la vaccination SAV 2015 sous le thème « La vaccination est un don pour la vie ». Mais au Niger, c'est seulement aujourd'hui que les activités entrant dans le cadre de cette semaine ont été lancées. Et pour cause, la période du 24 au 30 avril dernier coïncidait au pic de l'épidémie de méningite qui a sévi dans notre pays. C'est pourquoi les autorités ont donc décidé de reporter la célébration de cette semaine 3 mois seulement avant. Les activités entrant dans le cadre de cette semaine ont donc été lancées ce matin à travers une journée d'information et de sensibilisation à l'intention des leaders religieux traditionnels, mais également des professionnels des médias et de la santé, ainsi que des acteurs de la société civile, comme nous le rapportent Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est une rencontre qui vise à accroître la sensibilisation du public sur l'importance de la vaccination et à plaider pour une mobilisation des ressources en faveur de l'accès de tous à une vaccination qui sauve la vie. Cette réunion, elle est très importante pour nous, pour vous tous, parce que vous êtes les acteurs incontournables pour porter notre message plus haut, pour obtenir l'adhésion de la population. Et vous n'êtes pas sans savoir que la vaccination, la prévention constitue plus de 70% d'éléments d'acquis par rapport à la santé. Si la prévention marche, la santé marche très bien. Ça veut dire que les enfants, les adultes, tous ceux qui doivent être protégés sont protégés vis-à-vis de beaucoup de maladies qui, quand elles surviennent, constituent un lourd fardeau économique, un fardeau financier, un fardeau social. Occasion pour le représentant du ministre de la Santé publique d'attirer l'attention des participants sur l'importance du thème choisi cette année pour la célébration de cette semaine. La vaccination, un don pour la vie, indique que la vaccination est un don qui protège les personnes de tout âge contre les maladies. Les vaccins constituent en effet l'une des plus grandes avancées de l'histoire humaine. Ils sauvent des millions de vies chaque année et font partie des interventions les plus rentables jamais développées en matière de santé. Notre gouvernement accorde une importance particulière à la préservation de la santé de notre population en général et de nos enfants qui sont les cadres de demain en particulier. Le ministère de la Santé publique, à travers le programme élargi de vaccination PEV, a mis en œuvre plusieurs plans d'action en vue de réduire les morbidités et les mortalités liées aux maladies évitables par la vaccination. La célébration de cette semaine africaine de vaccination est également une occasion pour le ministère de la Santé publique de faire la promotion des vaccins introduits dans le programme élargi de vaccination de routine cette année, à savoir les vaccins contre les pneumonies, les diarrhées à rotavirus et le vaccin à polio injectable. Une trentaine d'organisations de la société civile, mais également des partis politiques membres de l'opposition et des non-affiliés se sont coalisés hier à travers un fonds dénommé Front patriotique et républicain pour, entre autres, dénoncer les travers du régime actuel, mais surtout contraindre les autorités à organiser des élections libres, transparentes et honnêtes. Je propose de suivre le résumé de la déclaration constitutive de ce front avec nos reporters Chebou Guisso et Souleymane Barma. Le Front patriotique et républicain est un regroupement de 23 structures. Les partis politiques de l'ARDR auxquels viennent s'ajouter 2 partis non affiliés et 6 autres structures de la société civile. La défense des valeurs républicaines, de la démocratie et de la bonne gouvernance constitue la mission principale de ce nouveau front. Convaincu que l'organisation d'élections inclusives, transparentes, justes et équitables concourt à l'apaisement du climat politique et social
ainsi qu'à la consolidation de la démocratie au Niger, résolu à tout mettre en œuvre pour contribuer à garantir la paix, la sécurité et la stabilité politique et institutionnelle, consolider l'unité nationale et préserver la quiétude sociale, conditions essentielles pour la construction d'une nation souveraine et prospère, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance 84-06 du 1er mars 1984, modifiée par la loi 91-006 du 20 mai 1991 et de l'article 44 de l'ordonnance 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques, nous, organisations de la société civile, organisations syndicales, partis politiques, signataires de la présente charte, décidons de la création d'un front commun de réflexion, de concertation, de mobilisation et d'action démocratique dénommé Front patriotique et républicain et d'adopter la présente charte pour régir les rapports entre nos différentes organisations constituantes. Dans la perspective des élections générales de 2016, le FPR réaffirme sa détermination à imposer la tenue de tous les scrutins dans les règles de l'art. Le président Issoufou et son clan ont décidé de régenter et d'instrumentaliser toutes les structures rentrant dans l'organisation du processus électoral. Ce qui explique d'ailleurs, entre autres, les tentatives d'inféodation du comité du fichier électoral biométrique CEFEP et de la commission électorale indépendante CENI, et ce, par des pratiques de corruption et d'interprétation tendancieuse des lois de la République. Nous, signataires de la charte du Front patriotique et républicain, 1. Réaffirmons notre détermination à combattre ce régime mafieux et à lutter pour la préservation et la défense des valeurs démocratiques et républicaines ainsi que de l'état de droit. 2. Décidons d'imposer au président Issoufou Mahamadou et à son gouvernement l'organisation d'élections inclusives, libres, transparentes, équitables et ce, sur la base d'un fichier électoral consensuel avec un juge électoral indépendant, impartial et sincère. Pour mener à bien ce combat démocratique, le Front patriotique et républicain appelle l'ensemble des forces vives de la nation soucieuses de la préservation de l'état de droit et de l'unité nationale à se joindre à lui. La création de ce front a fait déjà réagir les partis membres de la majorité par la voix du secrétaire à la communication du comité exécutif national du PNDS Taraya, le principal parti au pouvoir, Hirosani, que je propose de suivre. Nous, au niveau du PNDS Taraya, nous sommes sereins. Vraiment, nous savons la mission que nous a confiée le peuple nigérien. Et c'est uniquement cette mission et elle seule qui les préoccupe. Les autres n'ont qu'à vociférer, ils n'ont qu'à continuer leurs insultes, ils n'ont pas continué à jacasser. Vous avez entendu toutes les flagorneries que l'opposition est en train d'étaler aux yeux du public, avec des accusations sans fondement, gratuites, sans preuve, avec des insultes crasses vis-à-vis des représentants du peuple comme le président de la République. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est l'action envers les masses. Ce n'est pas les mêmes partis qui étaient en 2011 contre nous. C'est les mêmes. Vous avez oublié déjà. Donc, vraiment, je vous ai dit, nous sommes sereins. Et s'ils sont dans ce front-là, comme ils le disent, pour que des élections transparentes soient organisées,
ils sont en train d'enfoncer une porte ouverte parce que avant eux, le président de la République s'est engagé devant le peuple pour que les élections qui vont être organisées soient transparentes, soient démocratiques et soient libres. Voilà, c'était donc Hiro Sani, secrétaire à la communication du comité exécutif national du PNDS-Taraya, qui réagissait par rapport à la création hier du Front patriotique et républicain par des partis de l'opposition, mais également des partis non affiliés ainsi que des structures de la société civile. Pas très loin de ces structures de la politique. Donc, le recensement électoral qui s'est déroulé dans notre pays continue de faire réagir aussi bien les structures politiques que des structures associatives. C'est ainsi que le coordinateur de l'ONG Humanitaires sans frontières rejette les résultats de ce recensement électoral dans les localités de la région, dans plusieurs localités de la région de Tawa, et demande au comité du fichier électoral biométrique, le CFEB, de revoir les résultats. Je propose de suivre le président de cette ONG, M. Mahamoudou Sagadoum. Il y a dans la région de Tawa qui constitue une préoccupation de beaucoup de nos concitoyens. Les régions de l'Azawak, si je dis l'Azawak, je dis bien Tilia, Tchintabaraden, Abalak, Tamaya, Ibohaman. Toutes ces régions-là sont victimes d'une entreprise qu'on n'arrive pas à comprendre. Et on ne peut pas la comprendre. Je vais donner un exemple. Le département de Tilia fait cas de 27 000 électeurs depuis 2010. Maintenant, le nouveau recensement, nous avons recensé 45 000. Les 45 000 là s'expliquent par le fait qu'il y a eu des retournés de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Mali, avec lesquels on fait frontière. Rien que les chiffres du HCR font cas de plus de 8 000. On ne peut pas comprendre l'écart de 45 000. Quand les gens viennent à Tawa, on réduit il y a à 9 973 ou je ne sais pas combien, 71. Et on ne peut pas comprendre non plus l'écart de 74 000 électeurs de Tchintabaraden, récemment recensés, on les ramène à 31 000. Pendant que d'autres régions de Tawa font cas de plus de 250 000, font cas de près de 300 000, font cas de plus de 180 000, rien n'a été touché. Eh bien, ça, c'est une situation qui doit être une préoccupation nationale. Nous demandons au président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, qui a été élu démocratiquement par le peuple, de prendre cette question-là et de la résoudre le plus vite possible. J'ai contacté le CFEB Tawa. On a contacté le CFEB national avec une délégation de près de 8 personnes. On a été les rencontrer dans son bureau. Effectivement, il nous a dit qu'on ne peut pas accepter de radier des gens comme ça. Et que dans le processus, la commission sera là à Niamey, et qu'il y aura la saisie, et que tout celui qui n'a pas été recensé, on va le reprendre. Il nous a fait cas aussi d'une autre opportunité. Il donne 15 jours de délai pour des corrections quand ils affichent les résultats. Mais ces 15 jours-là, comment tu vas dire à un berger ou à un éleveur de venir regarder sur la liste s'il est inscrit ou pas? Ce que nous voulons, c'est de regarder cette question et de la régler le plus vite possible. Toute autre chose à présent, le bureau de coordination de l'action humanitaire du système des Nations Unies au Niger, OCHA Niger, a publié son bulletin humanitaire de la semaine. Un bulletin qui fait ressortir que sur les 8 régions de notre pays, une seule, la région de Difa, est épargnée par les inondations du fait des importantes précipitations enregistrées depuis quelque temps dans notre pays, mais également de la montée des eaux du fleuve. Au moins 4 personnes sont décédées et 20 000 autres personnes sont sinistrées. Le résumé de ce bulletin avec Assoumana China. Les pluies enregistrées ces derniers jours au Niger ont occasionné d'énormes dégâts humains et matériels. Selon les données de la Direction de la protection civile, publiées dans le dernier bulletin de la coordination de la cellule humanitaire des Nations Unies OCHA, quelques 20 089 personnes sont touchées à la date du 12 août 2015. La région la plus affectée est Zander, avec 6 718 personnes sinistrées, soit environ 35% de la population concernée. Selon OCHA, le bilan des dégâts causés par ces inondations font état de 4 décès, 2170 habitats endommagés, 454 hectares de sites agricoles inondés et 4 tonnes de vivres perdus.
Le gouvernement et les acteurs humanitaires poursuivent les opérations d'assistance en vivres et en biens non-vivres au profit des sinistrés. Environ 3100 personnes sont relogées par les autorités dans des écoles ou des familles d'accueil, indique OCHA. Pour les vivres, les besoins non couverts identifiés au 12 août 2015 étaient estimés à 132 tonnes de céréales, 11 605 kg de sucre, 19 370 kg de sel, 6 620 litres d'huile. Les besoins non alimentaires à couvrir incluent 5 534 couvertures, 13 041 nattes, 9 186 unités de tissu. Les résultats des évaluations des besoins en cours permettront de mettre à jour la situation des gaps. En effet, la situation des inondations pourrait toutefois se détériorer dans les jours, voire semaines à venir, si les pluies s'intensifient ou en cas de crue éventuelle du fleuve Niger ou de la Koumadougou. À Niamey, la capitale, le fleuve était à la cote de 580 cm le 5 août, alors que la cote d'alerte se situe à 530 cm. Cependant, le niveau de la digue de protection de la ville de Niamey est rehaussé à 650 cm. Si le niveau de l'eau du fleuve continue à monter, des inondations pourraient en découler dans les quartiers riverains. Comme mesure préventive, les autorités régionales ont demandé aux populations de quitter ces zones pour se mettre à l'abri d'éventuelles inondations. Ainsi, pour assister les personnes victimes, la communauté humanitaire au Niger recherche 376 millions de dollars à travers le plan de réponse stratégique pour 2015. Pour cette requête, 138 millions de dollars ont été mobilisés à la date du 14 août, soit environ 37% des financements. La Société d'exploitation des eaux du Niger, la SEN et le Syndicat national des travailleurs de l'industrie et du secteur de l'eau ont signé hier après-midi un accord d'entreprise révisé qui vise à améliorer les conditions de vie et de travail des agents du secteur. Le résumé de la signature de cet accord avec Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. C'est un document qui date du 17 mai 2007 qui vient ainsi d'être révisé et signé par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, et le Syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau, SINISEN, le 12 août dernier. Un accord d'entreprise pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Ce document a été finalisé grâce à l'apport de l'ensemble du personnel de la SEN qui nous a toujours accompagnés dans des moments pareils. Et nous osons espérer que ce document, comme nous l'avons toujours fait, constitue non seulement la régulation entre nos relations entre la direction générale et le personnel, mais au-delà de la scène, ce document va faire école non seulement au Niger, mais surtout au niveau du BIT. Et ça dénote vraiment l'importance du dialogue social dans une entreprise. Ceci vient à bien nommer nous renforcer dans l'amélioration de nos difficultés, même s'il y en a, à travers le dialogue social, qui nous permettrait de résoudre pas mal de problèmes sans qu'il y ait de remous, etc. Et c'est ça l'importance même de ce document. Pour sa part, le directeur pour la bonne gouvernance du Bureau international du travail BIT a salué le processus qui a abouti à la signature de cet accord. Quand la sérénité et la compréhension prévalent, eh bien on peut penser que la productivité va augmenter. Et comment les deux parties peuvent s'associer pour dépasser les contraintes quand il y en a. Mais au niveau de l'entreprise, et ça c'est un constat que nous faisons, ce dialogue social n'est pas aussi, j'allais dire, productif ou fructueux qu'il est au niveau national. Et c'est pour ça que c'est la cérémonie à laquelle nous assistons aujourd'hui et le résultat que vous avez obtenu à la scène, qui tend à être une sorte de tradition dans cette entreprise, sans faire la publicité pour vous, mais saluer au passage ce que vous faites, et bien ceci pour nous est extrêmement important à noter. Et nous pensons que non seulement ça nous permettra d'illustrer comment la négociation collective au niveau de l'entreprise se déroule, et nous l'avons le faire et j'aurai une certaine fierté à dire que ça se passe dans mon pays, mais aussi de montrer que dans les autres entreprises aussi qu'il est possible, en dépit des difficultés qui sont de plusieurs ordres, on arrive à discuter pour voir comment on peut, si vous voulez, concilier ou réconcilier à la fois les impératifs économiques
les contraintes financières qu'il y a, mais aussi les besoins et les aspirations sociales de ceux qui sont employés dans l'entreprise. Un acte encouragé et soutenu par le ministère nigérien de l'Emploi. C'est vraiment un événement à immortaliser parce qu'il a été démontré que c'est par le dialogue que toutes les questions liées non seulement au travail mais toutes les questions en général qui relient tous les rapports qui relient les humains entre eux peuvent bien se réguler, bien se dérouler si le dialogue existe. L'accord d'entreprise révisé et signé entre la SIN et le SINISEN contient, entre autres, la convention collective interprofessionnelle, le statut du personnel, le statut et règlement intérieur du comité de sécurité et de santé au travail. Refermons cette édition avec ce reportage sur l'anarchie qui règne autour du grand marché de Niamey avec l'occupation par des étalagistes de la chaussée mais également des différents lieux réservés au parking des véhicules et autres motocyclistes. Une anarchie totale, un désordre donc qui a toujours été décrié mais qui persiste encore. C'est un reportage signé Nasser Seydou et Ali Cissé Ibrahim. Le grand marché de Niamey était un joyau qui faisait la fierté des Nigériens dans les premières années de sa mise en service. Avec les années qui passent, la situation du grand marché a évolué de mal en pire. En effet, l'espace qui avait été prévu pour servir de parking a été anarchiquement occupé par des kiosques. Du coup, l'ambiance qui prévaut présentement au grand marché de Niamey renvoie à l'image d'un gigantesque marché de brousse. Cependant, le plus incroyable et inacceptable dans les alentours du grand marché est matérialisé par la colonisation exagérée des voies d'accès par des vendeurs ambulants qui n'hésitent pas à étaler leurs marchandises jusque sur la moitié des voies goudronnées. Ainsi, cet état de fait a pour conséquence d'engendrer un énorme cafouillis qui fait qu'aller au grand marché de Niamey relève aujourd'hui du parcours du combattant. Cependant, la principale question est la suivante. Qu'attend le président du conseil de ville de Niamey pour assainir l'environnement du grand marché? De leur côté, les citoyens ne restent pas insensibles face à cette situation dégradante pour une ville qui aspire à se moderniser. La situation est telle que même du quartier Soni, vous avez des difficultés pour avoir un taxi afin de venir au grand marché. Même avec 500 francs, ce n'est pas tous les taximens qui acceptent de venir ici. Le problème vient de la mairie qui ne fait plus son travail. Auparavant, quand il posait les sabots, la circulation était fluide et aucun vendeur ambulant n'étalait sa marchandise sur le goudron. L'entourage du grand marché doit être dégagé. La circulation ne doit pas être bloquée à ce niveau. Les autorités, quant à elles, doivent travailler à régulariser cette situation en interdisant l'étalage des marchandises sur les voies. Il revient en dernier ressort aux autorités, plus précisément ceux du conseil de ville de Niamey, à prendre leurs responsabilités et à agir avec rigueur pour que le Capharnaüm qui s'est développé autour du grand marché soit radicalement nettoyé. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.